Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, tu veux me parler de cet entrepreneur, Stéphane Le Bouillonnec, devenu sous-ministre. Ben oui, je le connais pas, Mario. Moi, je le connais très, très bien. Oui, ben c'est ce que tu disais. Donc, moi, comme je te dis, je le connais pas. Je me rappelle que il y avait eu quand même pas mal de comment dire, on a fait couler pas mal d'encre à son sujet. C'est parce qu'il a investi dans une entreprise au départ, parce que là, aujourd'hui, il y a d'autres choses dans la presse. C'est un secteur un peu délicat, là, le prêt à court terme à taux élevé. J'aurais envie de dire que c'est pas délicat. Au Québec, c'est carrément interdit. Mais dans 9 autres provinces, c'est permis. Oui, mais tu comprends que, je veux dire, on va toujours trouver des juridictions où il y a des choses qui sont permises. Ouais. Là, tu comprends? Mais à la fin, je veux dire, c'est quand même, on parle de taux là, qui peuvent franchir, c'est quasiment, je sais pas, 87 %. Ouais, mais moi, j'avais lu là-dessus à l'époque en disant que calculer le taux comme ça a comme pas rapport, parce que c'est comme ils appellent ça du bridge en anglais, c'est comme tu vas aider quelqu'un à passer un mauvais mois, ou tu sais, c'est fait pour du court terme, là, pour te sortir d'une mauvaise passe. T'es pas supposé emprunter sur 5 ans, là, tu comprends, ce taux-là. Je comprends, mais en même temps, non, t'as raison là-dessus, mais ça reste que, Mario, si tu me prêtes 1000$ puis que dans 2 mois, il faut que je te redonne 1300$, c'est comme, c'est le cycle de la pauvreté, là, tu comprends? Je veux dire, les gens restent pauvres à cause de trucs comme ça. C'est la raison pour laquelle c'est interdit, je pense. Là. Puis, de manière générale, le crédit à la consommation court terme avec des taux comme ceux-là. En même temps, c'est une entreprise qui le fait avec l'intelligence artificielle. C'est une entreprise québécoise qui le fait qui autorise les prêts avec l'intelligence artificielle. Puis il y a plein de monde qui ont investi là-dedans. Des gens d'affaires les plus nobles du Québec qui avaient tous investi là-dedans. Il y a plein de gens qui ont investi dans Enron puis dans plein d'autres patents tout croche. Là, je veux dire, le fait qu'il y ait eu des investisseurs. Et puis donc là, ce qu'on apprend, puis bon, c'est pas confirmé, mais c'est qu'en plus, il y aurait eu du capital initial qui aurait été prêté à cette entreprise-là par différents organismes du crime organisé. Ça, donc, c'est moins bon. Ouais, là, ça, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Bref, ce monsieur Le Bouillonnec qui avait été carrément forcé de démissionner comme président de la CAQ, puis tu sais, un peu... Oui, parce que c'était en pleine campagne électorale. Ben tout ça était sorti, ou juste avant la campagne, je sais pas si c'était au début ou avant la campagne, mais c'était... Non, mais moi, je m'en souviens. Là, je me souviens de l'époque, mais je peux pas te dire si c'était... je pense que c'était avant la campagne. C'était juste avant. Parce que pendant la campagne, ça aurait fait plus mal que ça. Ouais, mais c'était juste avant. Là. La campagne était proche, avec la CAQ avait paniqué, puis on lui avait demandé de se retirer tout de suite. Bref, il a été nommé sous-ministre auprès d'Éric Kerr là, au numérique et tout ça, et puis manifestement... il y a eu, je sais pas comment ça s'est fait dans les faits, mais il est encore actionnaire de l'entreprise. Donc là, clairement, il y a comme un conflit d'intérêts parce que, comme tu le dis, l'entreprise, en plus d'être une entreprise financière, c'est une entreprise hautement technologique. Ils utilisent l'IA, ils utilisent plein de choses. Tout ça se fait en grande partie sur le web. On est le ministère du numérique. S'il détenait une ferme agricole, je dis pas, mais là, il y a quand même clairement apparence de conflit d'intérêts potentiel. Sauf qu'il ne fait pas affaire au Québec. Je pense que c'est ça qu'il répondrait. Là. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, en principe, là, des hauts fonctionnaires comme ceux-là, ils devraient mettre ça dans une fiducie sans droit de regard. Ça a été dit 1000 fois. Et puis, c'est un personnage qui semble, comme je dis, un peu toxique pour la CAQ. Puis là, M. Legault dit qu'il ne savait même pas qu'il avait été réinstitué à travers l'appareil d'État, essentiellement dans la gouvernance de la province. Et donc, c'est sûr que ça paraît mal, on va dire ça comme ça, pour la CAQ, encore une fois. Qui semble, encore une fois... il s'est ramassé au numérique, c'est qu'il lui avait donné le mandat de fournir le fameux mandat de l'Internet haute vitesse à grandeur du Québec. Là. Et moi, j'avais su que dans le gouvernement, il avait fait un hit. Là, je veux dire, c'est pour ça qu'ils ont donné une promotion, parce que personne pensait que ça allait être réussi. Puis il avait fait ça avec le député d'Harford, M. Bélanger. C'était deux personnalités qui venaient du monde des affaires, qui ont livré la marchandise là où personne ne les attendait. Comme je te dis, c'est pas un jugement sur l'homme en tant que tel. Moi, je ne le connais pas. Mais ça reste que c'est une série de décisions puis d'apparence. Il y a un chèque qui aurait été fait à la présidente, puis là, il y en a qui prétendent que c'était pour rembourser le crime organisé. Voilà, ça, c'est plus délicat. C'est plus délicat, puis encore une fois, avec une entreprise dont le modèle d'affaires est un petit peu douteux, d'un monsieur qu'on avait exclu, puis qui revient un peu de manière subreptice, sans que le premier ministre soit au courant. Sur le fond, comme je le dis, ça paraît pas bien, puis là, ça renforce cette impression qu'on a quand même depuis plusieurs semaines que la CAQ a un peu perdu son gouvernail. Là, à un moment donné, c'est comment quelqu'un qui est
était hautement médiatisé, Mario, qu'on avait consciemment mis de côté, réussi subrepticement à se refaufiler entre les mailles du filet, à devenir quand même sous-ministre. Je comprends s'il posait des pancartes pendant une partielle, je dis pas, mais là, il y a un poste de haut fonctionnaire pour un ministre stratégique, puis personne s'en est rendu compte. Je veux dire, M. Kerr, il a pas eu cru bon de le dire à son premier ministre. Je veux dire, c'est son mais non, mais c'est le premier ministre qui l'a nommé, là. Oui, mais fait comment je veux dire... Non, mais je sais pas ce que François Legault, j'ai pas vu sa réaction aujourd'hui, mais c'est lui qui l'a nommé, là. C'est le problème. Celui ou son secrétaire général du conseil exécutif. À un moment donné, comme je te dis, c'est une autre preuve, en tout cas, qu'il y a un manque de focus, là, à un moment donné, actuellement, à Québec. Créer du logement abordable en faisant augmenter les prix, t'es pas certain que ce soit la méthode? Ben, je t'en ai parlé déjà plusieurs fois, Mario, de cette politique là, qui a été adoptée il y a 2 ans environ là, par la Ville de Montréal, qu'on appelle le règlement pour une métropole mixte. C'est un règlement essentiellement punitif là, qui cherche à pénaliser les développeurs immobiliers quand ils ne font pas de logement social et abordable, en disant, si vous en faites pas, on va vous asséner essentiellement des pénalités additionnelles. Ça coûte mais c'est ce qu'ils font quand même. Il y a mieux prendre la pénalité que de faire du logement... Oui, évidemment, parce que c'est compliqué, puis évidemment, ça crée toutes sortes de disparités. Puis, tu sais, c'est cette idée un peu de l'administration qui dicte quel genre de logement on devrait faire, là, tu sais, dans différentes régions. Tu sais, c'est un peu l'administration par dictat, là. Tu sais, on va faire dans cette rue-là, on va faire 3 logements sociaux, 4 logements normaux, 5 logements familiaux. Puis, on a appelé ce règlement-là le 20-20-20 parce que carrément, la Ville, à un moment donné, puis c'est pas ce qui s'est passé dans les faits, mais avait la prétention qu'elle allait dicter jusqu'à 60% de comment les projets immobiliers allaient être faits. Je sais pas si tu connais des développeurs immobiliers, Mario, mais tu sais, c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent leurs projets, là. Ils voient la demande, ils voient le secteur, ils voient les écoles à proximité. Cette idée qui a été abandonnée finalement là, dans l'application du projet, mais qui allait avoir notamment 20% de logements qu'on appelle familiaux, c'est-à-dire, je pense que c'était 2 ou 3 chambres à coucher et plus, évidemment, a été complètement mise de côté. Mais ce qu'on fait maintenant, donc, c'est que comme les développeurs n'ont pas envie de se plier à ça, on leur assène des pénalités. C'est des millions de dollars chaque fois. Et donc, ce que ça fait, c'est ces millions de dollars-là, ils se retrouvent où? Ils se retrouvent dans le prix de vente des unités d'habitation. Et donc, essentiellement, un règlement qui cherchait à créer de l'abordabilité fait exactement l'inverse. Donc, il crée des logements plus chers qu'ils ne le seraient. On estime qu'actuellement, cette pénalité-là, elle peut faire augmenter d'environ 4 000 $ le prix d'un logement. Et là, face à l'échec manifeste du règlement qu'a fait l'administration municipale, ils décident de rajouter des pénalités. C'est comme une logique, je sais pas, un peu redondante peut-être. Mais peut-être en se disant que là, les pénalités sont tellement grosses, les gens vont choisir de faire... c'est toujours l'idée de forcer des gens à faire quelque chose qu'ils veulent pas faire. Oui, c'est ça, exactement. Mais donc là, ultimement, on va se retrouver dans une situation où, selon l'Institut de développement urbain, on pourrait faire augmenter le prix des logements de jusqu'à 7 500 $, Mario. Et donc, tu sais, puis pour moi, la logique est toujours la même. Plus on va taxer, c'est une taxe déguisée, là, tout ça, ultimement, plus on va taxer les projets immobiliers, moins on crée de l'abordabilité. Donc, au contraire, ce que les administrations devraient chercher à faire, c'est d'augmenter les mises en chantier par tous les moyens, simplification administrative, diminution des taxes, congé, là, on a parlé à Ottawa, le congé de TPS. Peut-être que Québec, Mme Plante devrait faire des représentations auprès de Québec. Parce que quand même, on va se le dire, Montréal, là, c'est le lieu où il y a un problème gravissime de logement. Et Mme Plante, malheureusement, n'est pas actuellement à la hauteur du mandat. D'ailleurs, elle prend elle pose, mais je pense pas que ça change rien. C'est des politiques de long terme, là, des politiques de logement. La crise, elle est maintenant, puis ça fait 2 ans que cette administration-là s'entête à aller dans la mauvaise direction, puis face au constat d'échec, écoute, je pense, au mémoire, Mario, il y a eu 82 unités. Mais on s'est déjà parlé de ça. Ouais. C'est loin d'être clair que Mme Plante est bien conseillée sur le plan économique, là. Qu'elle a des gens qui connaissent les règles de marché, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va... Si tu poses tel geste, toi, là, tu peux arriver là, dans une vision un peu socialiste des choses. Moi, je vais poser tel geste, mais il faut que quelqu'un te dise, non, si tu poses ce geste-là, il arrivera pas... Tu vois, il arrivera pas ce que tu vas penser. Il va arriver un effet indirect. Mais ça avait été dit, puis tu sais, après, il y a un jeu de personnages, peut-être, là, dans tout ça. Je veux dire, à l'époque où le règlement a été adopté, l'Institut de développement urbain était piloté par André Boisclair. On connaît la suite. Ouais. Il a été remplacé par Jean-Marc Fournier. Je crois que le courant passait pas super bien avec Mme Plante. Là, maintenant, c'est Isabelle Melançon qui a pris la tête de l'IDU. J'aurais pu croire... Un ancien député péquiste, un ancien député libéral,
libérale, une autre ancienne députée libérale. Mais je sais pas, j'aurais cru croire que Mme Melançon, qui a quand même été à l'environnement, qui a des valeurs, disons, un petit peu plus peut-être à gauche du spectre là, dans la famille libérale, aurait pu s'entendre mieux. Mais clairement, le braquage à la ville est toujours contre les promoteurs. Puis il y a cette idée, un petit peu, comme je l'ai dit, Mario, de punir les développeurs au lieu de les encourager à faire des actions. Donc, c'est le bâton avant la carotte. Puis ce que je crois de plus en plus d'analystes économiques et autres, c'est qu'il faut inverser cette logique-là, offrir des carottes, offrir des facilités, permettre de construire du logement. Puis si vraiment, à la fin, il n'y a pas de logement qui se font, on punira. Ouais. Mais là, on punit un peu avant même que les projets débutent. Et donc, c'est terrible. Investissement Québec qui a un rôle particulièrement important avec les réformes là, du ministre Fitzgibbon et du premier ministre, qui étaient vraiment des orientations fondamentales de la CAQ, de créer un super investissement Québec. Bien, on va devoir changer de président. Oui, ben c'est dans la norme des choses. Là, M. Leblanc donc, est arrivé à la fin de son mandat de 4 ans, donc c'est normal potentiellement qu'on le remplace. Par contre, on aurait pu le renouveler. La CAQ a fait savoir, M. Fitzgibbon a fait savoir que non, on ne le renouvellerait pas. À mon avis, ça s'intègre un peu dans la logique là, de M. Fitzgibbon puis du gouvernement de placer des gens avec qui il va être plus facile de travailler, comme on l'a fait notamment chez Hydro-Québec, là, veut pas. Et donc, de dire, on va aligner davantage les différents fonds, les différents acteurs, si tu veux. Et donc, ce qu'on comprend là, dans un article qui a été publié dans le Journal de Montréal un peu plus tôt aujourd'hui, c'est que M. Guy Leblanc devrait être remplacé là, éminemment. Donc, à mon avis, là, d'ici les premières semaines de janvier, on aura donc le nom de son successeur ou de sa successeur. Évidemment, depuis l'arrivée en poste de M. Fitzgibbon, d'ailleurs, Investissement Québec a été partiellement fusionné avec le MEIA. Je ne sais pas si tu avais un peu suivi ça. Mais, non, puis il a eu plus de budget pour investir. 4-5 milliards de plus. C'est pour ça que j'ai introduit en disant c'est particulièrement important ce poste-là maintenant. Là. Exactement. Donc là, c'est vraiment en train de devenir quasiment un bras armé, là, comme ça l'a toujours été de manière abstraite, mais ça restait semi-indépendant. Là, vraiment, c'est devenu un bras armé du gouvernement pour attirer de l'investissement. Et avec, évidemment, ce méga projet qu'on pourrait dire de société, là, en tout cas, projet économique, qui est celui de la filière batterie. Mais M. Fitzgibbon, il va rester en poste jusqu'à la fin de son mandat? C'est quoi ta question? Tu veux que je fasse des prévisions? Non, je te mettrai pas dans cette position-là. Je le verrais mal être assigné à la famille ou à la condition féminine. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens autour de la colline parlementaire à Québec qui disent qu'ils pourraient cette année avant la fin du mandat. C'est sûrement faux, là. C'est sûrement faux, mais... Une chose est certaine, c'est que si, par exemple, M. Legault est tanné des mauvais sondages là, qu'on lui assène depuis quelque temps, décide de faire un remaniement, je ne crois pas que M. Fitzgibbon aurait à craindre. Non. Je pense que si M. Fitzgibbon n'est plus ministre... À la santé. Si M. Fitzgibbon n'est plus ministre parce qu'il est tanné de tout ça et qu'il retourne dans le privé faire d'autres choses que de la politique. Mais je vais dire une chose, je le connais pas très bien, M. Fitzgibbon, mais ce que je crois connaître de lui, puis pour l'avoir croisé quelques fois, c'est pas quelqu'un qui abandonne non plus facilement. Là, il abandonnerait pas. Il laisserait un bel héritage, comme ça qu'il le présenterait. J'ai l'impression qu'il est comme au début de quelque chose. Là, tu comprends? Il faut... écoute, sois prudent. On a pris beaucoup de paris cette semaine, toi et moi, donc on se laisse là-dessus, mais moi, je souhaite en tout cas voir la pleine réalisation de sa vision à M. Fitzgibbon. Je pense je réitère, on est au début de quelque chose. Là, il n'y a pas eu beaucoup de pelleté de tasse. Ce sont des annonces là, qu'on a fait depuis un an et demi. Là, je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. C'est quand même triste d'une certaine façon qu'on a eu... Pour moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Fitzgibbon, mais la pandémie, ça a été quand même un gâchis pour l'économie. Pour lui, pour quelqu'un qui avait une vision, c'était pas le temps là, d'annoncer des grandes affaires. Là, c'est en train de se mettre en place. S'il devait quitter en 2024, Mario, j'ai l'impression qu'il lèguerait ça à quelqu'un, mais je veux dire, qui n'aurait pas certainement sa stature, sa trompe, sa vision. Donc, à suivre, écoute, c'est sûrement faux. Vu ton smirk, là, je me dis que tu as peut-être des informations auxquelles j'ai pas accès. Je veux pas m'en prendre à toi, mais c'est sûrement faux. Des choses qui circulent autour de la colline parlementaire, faut en prendre puis en laisser. Faut jamais parier contre la maison, hein. C'est comme dans les casinos. Salut Francis, à demain. Écoutez